sais pas si certains d'entre vous sont dans la clandestinité de mouvements violents pour la libération de leur nationalité. Je ne les invite pas d'ailleurs à le dire, mais il m'arrive d'aller au Pays Basque, à la fois au Pays Basque espagnol et au Pays Basque français, alors qu'il ne faut pas dire ça, il faut dire Pays Basque Nord et Pays Basque Sud. Si je commence à parler du Pays Basque français quand je suis au Pays Basque Nord, il faut que je prenne l'avion dans les minutes qui suivent. Bon. Eh bien, il y a une culture de violence dont je ne me rendais pas du tout compte en restant à Orléans, n'est-ce pas? Il y a une culture de violence. Et il y a eu des martyrs, le culte des martyrs. C'est quelque chose de très important. Quand je vais en Palestine, le culte des martyrs, c'est fondamental, c'est culturel. Le culte de ceux qui sont morts dans un combat armé pour la liberté, pour la dignité. Bon. Et il y a eu le culte des résistants, et c'est bon de rendre hommage aux résistants français qui sont morts parfois sous la torture en combattant le nazisme. J'ai été élevé dans l'admiration des résistants, et je ne renie pas cette admiration. Il ne s'agit pas de réécrire l'histoire, bien sûr, qu'on peut faire preuve de courage et de dignité dans la lutte violente contre l'oppression. Mais j'en parle avec les Palestiniens très rapidement, le culte des martyrs, ça devient le culte de la mort. Et ces enfants qui rêvent d'être martyrs, de mourir pour la cause palestinienne, c'est bon. Alors au Pays Basque, il y a, de manière différente, moins prégnante, mais il y a aussi ce culte des martyrs. Et dans un premier temps, n'est-ce pas, dans cette culture-là, la non-violence, c'est la non-résistance. Pas dans un premier temps, en Palestine, quand mes amis palestiniens parlent de non-violence, c'est comme s'ils condamnaient la résistance palestinienne. C'est comme s'ils étaient déjà des collaborateurs avec l'État israélien. Et c'est toute une pédagogie qu'il faut mettre en œuvre pour qu'on puisse comprendre que la non-violence, c'est d'abord une résistance. Que la non-violence, c'est d'abord dire non à la violence de l'injustice. C'est d'abord vouloir résister contre l'oppression. C'est une résistance. Et puis c'est une question d'efficacité. Quelle est l'efficacité de l'État, de l'ETA en Espagne, dans les pays. Quelle est l'efficacité? Alors tous les mois, tous les 6 mois, on nous annonce que l'ETA renonce à la violence. Mes amis basques me disent qu'effectivement, ils sont de plus en plus minoritaires. Ceux qui croient que la violence peut encore servir la cause de la nationalité basque. On pourrait prendre d'ailleurs l'exemple avec la Catalogne. La Catalogne a gagné un statut d'autonomie très important sans jamais retrouver la violence. Et puis en Palestine, qui peut croire que la violence palestinienne est un facteur de libération du peuple palestinien? La violence palestinienne ne peut que provoquer un surcroît de répression de la part de l'État israélien. Si les Palestiniens lancent une roquette depuis Gaza sur le territoire israélien, eh bien, ils vont provoquer l'arrivée de missiles dans les jours qui viennent. Et ils vont laisser l'État d'Israël faire croire qu'il ne fait que se défendre contre la violence palestinienne. La violence palestinienne ne peut pas être une source de libération pour les Palestiniens. Mais la négociation risque de ne pas l'être non plus. Actuellement, il n'y a pas de négociation possible, je crois, entre les Palestiniens et les Israéliens, parce qu'ils ne sont pas dans un rapport de force. Vous avez lu les journaux encore ces jours-ci, n'est-ce pas? Est-ce que Mahmoud Abbas va continuer de négocier avec un Netanyahou qui ne veut pas mettre un terme? Vous vous rendez compte, il ne s'agit pas simplement de détruire les colonies actuelles, qui sont pourtant toutes illégales, mais simplement d'arrêter d'en construire de nouvelles. Et même ça, l'État d'Israël ne le veut point. Donc je crois, les négociations ne sont pas possibles. Obama est de bonne volonté, probablement, encore qu'il promet un armement à Israël pour pouvoir se défendre à condition qu'il accepte de négocier. On est dans une impasse. On est dans une impasse. Autrement dit, il est temps que le réalisme nous fasse comprendre que
en politique comme en philosophie, la violence n'est pas la solution, mais la violence est le problème. La violence n'est pas la solution, mais la violence est le problème. Et par conséquent, la question majeure, en philosophie comme en stratégie, quelle est la solution au problème de la violence? Bien, la solution au problème de la violence, je crois que c'est précisément les apports de la non-violence. Il n'y aura pas de miracle. Il n'y a pas de recette à utiliser comme il y a des livres de recettes de cuisine. Mais je crois qu'il nous faut inventer tout le possible de la non-violence. Inventer tout le possible de la non-violence. Rien que le possible, mais tout le possible. Et on peut faire de très grands pas en avant, de très grands pas en avant dans tous les domaines. À commencer par l'éducation, à commencer par l'école, à commencer par les quartiers de nos banlieues, où un ministre de l'Intérieur, dont j'ai oublié le nom, voulait cachariser, n'est-ce pas, les banlieues, comme si la délinquance était de la saleté. Tout ça est évidemment ridicule. Et beaucoup d'enseignants, beaucoup d'éducateurs sociaux sont demandeurs de formation à la résolution non violente des conflits. Parce que c'est la seule possibilité. Parce que c'est la seule possibilité. Apprendre aussi dans les écoles de police les méthodes de résolution non violente des conflits. Donc investir pour la non-violence. Investir pour la non-violence. On va terminer cette année la décennie pour la promotion d'une culture de la paix et de la non-violence décidée par l'ONU. C'est étonnant ces motions décidées unanimement par l'ONU qui parlent de non-violence. Ils ont également décidé une journée internationale de la non-violence. Je ne sais pas si les motions que ces représentants des États signent sont traduites dans leur langue et qu'ils savent ce qu'ils signent. Parce qu'on s'étonne qu'ils puissent ainsi, comme cela, voter des motions en faveur de la non-violence. Mais la décennie va se terminer et je ne sache point que l'État français a investi de manière particulièrement significative pour la promotion de la culture de la non-violence. Je crois que c'est à la société civile d'abord, bien sûr, aux ONG, mais c'est aussi aux institutions de la société publique. Il faut institutionnaliser la non-violence. De même qu'il a fallu hospitaliser la charité, il faut institutionnaliser la non-violence. Par exemple, de l'éducation nationale, il ne faut pas que l'investissement dans la non-violence dans un établissement scolaire ne soit le fait que de tel ou tel enseignant qui a une conviction personnelle. Il faut que ce soit l'ensemble de l'équipe pédagogique qui réfléchissent sur les méthodes de résolution non violente des conflits. Ce qui implique évidemment que le principal, que le directeur soit d'accord, ce qui implique que l'inspecteur, et puis ce qui finalement implique que le ministre. C'est la moindre des choses qu'un ministre de l'Éducation nationale, on lui demande de comprendre l'apport de la non-violence. Alors, dans le cadre de la décennie, il y a une loi qui est préparée, qui sera peut-être présentée au Parlement, quelques parlementaires en sont d'accord, c'est pas du tout sûr qu'elle sera votée, mais bon, il y a des efforts qui se font dans ce domaine. J'ai donc terminé mon introduction, on va pouvoir débattre. Une dernière réflexion, si vous voulez. Je crois que la violence nous invite à construire des murs et à détruire des ponts. La non-violence nous invite à déconstruire les murs et à construire des ponts. Déconstruire les murs, construire des ponts, au lieu de construire des murs et de détruire les murs. Seulement, l'architecture des ponts est beaucoup plus difficile que l'architecture des murs. L'architecte des murs, il lui suffit d'être un imbécile. Il faut amasser pierre sur pierre en s'appuyant sur la loi de la pesanteur. Pour construire un pont, il faut à l'architecte un peu plus d'intelligence, car il lui faut vaincre la loi de la pesanteur. Alors, je crois que nous sommes tous des architectes. Donc la question qui nous est posée, est-ce que nous sommes des architectes de murs ou est-ce que nous sommes des architectes de ponts? Je ne doute point que vous saurez régler la mention du titre. Voilà, je m'arrête et nous allons pouvoir commencer à débattre. Merci de votre attention.